Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans ce live, on va surtout parler de ce bouquin parce que c'est ce qui m'a été demandé. Il m'a été demandé d'expliquer un petit peu mieux et plus ce que j'avais dans mes livres. Donc aujourd'hui, on va parler de celui-là. On pourrait dire que celui-là, c'est le niveau 1 et celui-là serait le niveau 2. Voilà, on pourrait dire niveau 1, niveau 2. Celui-là étant un peu plus avancé que celui-là. Ça va reprendre les thèmes basiques du mentalisme. Ça va vraiment travailler selon 4 axes et pas 5 axes. Vous vous rappelez que le mentalisme a l'axe du développement des capacités cognitives, le développement des capacités sensorielles, donc hypersensorielles, le développement des capacités extrasensorielles et le développement des capacités extradimensionnelles. Et en 5e axe, la liaison corps-esprit. La liaison corps-esprit a été très largement couverte par celui-là, qui est Devenez la perversion de vous-même, sorti en 2012, qui couvre parfaitement la liaison corps-esprit. Il est là. En revanche, celui-là va couvrir très peu d'hypersensoriel. On ne va pas travailler sur l'hypersensoriel, quasiment même, je ne dirais pas du tout sur celui-là. On va plutôt travailler sur l'axe cognitif, l'axe extrasensoriel et l'axe extradimensionnel. Attention, c'est le seul livre où je parle de l'extradimensionnel, du moins le seul livre pour l'instant. J'en parle aussi un petit peu dans celui sur les enfants, qui s'appelle Vos enfants sont hypermentalistes, que je n'ai pas là, parce que j'ai envoyé un exemplaire à un journaliste hier. Et du coup, j'en ai plus là à Montpellier. Du coup, je ne peux pas vous le montrer. Bon, vous l'avez déjà vu de toutes les façons. Donc, celui-là va contenir d'abord une très longue et très précise définition du mentalisme qui a été mise à jour. Alors, voilà. Ce bouquin-là a vraiment toutes les dernières mises à jour. Il faut savoir que ce bouquin qui était donc écrit à la base en 2014, qui était une commande par Hachette, puisque j'étais sous un autre éditeur en même temps, et mon éditeur du moment m'a dit il n'y a pas de souci, tu peux pondre celui-là pour Hachette, puisque j'étais en train d'écrire Vos enfants sont hypermentalistes, qui m'a demandé plus d'1 an de travail. Et donc, entre-temps, au milieu, on a sorti avec Hachette l'ancienne version de ça, qui était celui que je vous ai montré avec... il est vraiment très chaud ici dans le sud, je vous garantis que c'est comme si j'étais sous la douche. Donc, celui-là contient toutes les dernières mises à jour, toutes les dernières références au bouquin actuel, au CD actuel. Donc, si vous avez un choix, prenez celui-là, bien évidemment. Bon, ceux qui ont acheté l'autre, je ne vais pas dire que c'est indispensable de reprendre celui-là, mais je dirais que vous aurez quand même pas mal de références. Vous aurez quels CD correspondent à quels exercices, quel lien à faire avec les bouquins qui sont sortis après, les nombreux bouquins qui sont sortis après. Donc, qu'est-ce qu'il contient celui-là? Celui-là va contenir d'abord énormément d'informations sur l'historique du mentalisme, la définition du mentalisme, le champ d'action du mentalisme et les champs d'action du mentaliste. Voilà, c'est vraiment un bouquin qui pose les bases et je vous dis qu'en plus a été mis à jour il y a quelques mois puisque j'ai travaillé dessus, je crois, il est sorti en février, j'ai dû travailler dessus jusqu'à fin janvier. Voilà, donc il y a quand même pas mal d'infos, il prend en compte toutes les nouveautés qui sont dans celui-là. Donc les exercices de celui-là qui sont liés avec celui-là sont indiqués, les nouveaux CD qui sont utilisables dans celui-là sont indiqués avec les nouvelles références et les nouvelles normes des CD, puisque j'ai changé des choses sur les CD. Donc dans celui-là, vous allez trouver l'historique du mentalisme très précis. Ce n'est pas le plus précis que je pourrais faire. Je pourrais faire un historique encore plus précis, mais je ne suis pas sûr que ça passionne tout le monde, à part les historiens. Je cherche un mouchoir, parce que vraiment, je vous garantis que c'est la douche. Donc, à part les historiens, l'historique précis du mentalisme n'intéresserait, je pense, quasiment personne à part moi et quelques férus. Je le publierai peut-être sur le site, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans l'historique du mentalisme entre les années 1760 et 1990, avant la publication, 1890, 1902, un peu avant la parution du mentalisme absolu
du pur esprit ou mentalisme absolu de Victor Mauroy, qui précédait celui de Seigneau, la loi du mentalisme. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées donc, entre ce 1750, 1760 et ce 1895, 90, 95, 1900. Il y a eu 150 ans où il y a eu énormément de trucs, mais bon, je le documente rarement dans mes livres parce que ça ferait 20 ou 30 pages supplémentaires parce que c'est très riche. Mais à l'occasion, pourquoi pas, j'en parlerai parce qu'il y a des choses qui expliquent beaucoup de choses, comme la manière dont les mentalistes se sont liés contre le faux spiritualisme et le faux spiritisme qui fleurissaient à l'époque avec ce qu'on appelait la psychic mafia, c'est-à-dire tous ces voyants qui étaient organisés dans une sorte de mafia où il se passait entre eux des informations pour qu'un voyant qui arrivait dans une ville ait toutes les informations en quelque sorte sur les clients qu'il allait rencontrer. En quelque sorte, les petits voyants d'une ville avaient des fiches et lorsqu'un grand voyant itinérant arrivait en ville, il récupérait toutes les fiches des petits voyants locaux qui prenait une commission sur les consultations que le grand voyant allait faire. Et ce grand voyant avait toutes les informations sur les clients des petits voyants. Et c'était une sorte de mafia, on appelait ça la psychic mafia. Donc il y a eu plein de choses comme ça. Les mentalistes se sont rassemblés pour lutter contre ces pratiques frauduleuses, etc., etc., etc. Tout ça, c'était dans ces périodes. Mais bon, ça vaudra le coup un jour, à l'occasion, d'être documenté. On n'en parlera pas là-dedans, j'en parlerai dans un autre livre. Donc vous allez trouver beaucoup de choses sur le champ d'action des mentalistes, le pourquoi du mentalisme. Il y a des témoignages, par exemple, plusieurs témoignages, dont, comme je vous dis, par exemple, celui d'un de mes sportifs olympiens qui préparait les Jeux Olympiques et qui était entraîné selon les principes du mentalisme, on a fait 2-3 émissions ensemble et des interviews ensemble pour la télé, et il avait fait un témoignage aussi, Antoine. Si tu me vois, Antoine, je te fais un petit coucou et on se donne des news quand tu veux. J'espère que tout se passe bien pour toi. Donc, un livre qui va vraiment poser ce qu'est le mentalisme aujourd'hui avec toutes ces déviations. Je ne vais pas vous raconter tous les délires qu'on peut trouver sur Internet, hein, tout le parasitage fait par la clique des magiciens qui essayent d'employer le terme. Je ne vous parle pas de toute cette manière qu'on a de dévier les principes du mentalisme pour les utiliser, pour manipuler le peuple et l'influencer. Ça sera le sujet d'un autre live. Là, aujourd'hui, le sujet du live, c'est This One, ce bouquin-là. Donc, je reprends quand même mes petites notes. Hop, j'ai ma table qui bascule. Mes petites notes qui vont me dire que sur les 5 axes du mentalisme, les seuls dont je vais parler dans cet ouvrage seront le développement des capacités cognitives, le développement des perceptions extrasensorielles et le développement des perceptions extradimensionnelles. Voilà les 5 axes qui vont être couverts dans cet ouvrage. Et si vous deveniez mentaliste, à la couverture si chatoyante. Voilà. Bon, alors, dans la partie développement des parties cognitives, on va, dans celui-là, pas mal travailler sur la mémoire. Parce qu'il faut se rappeler que la mémoire est primordiale pour l'individu, car la mémoire, ce sont les briques qui vont nous aider à construire notre réalité. En quelque sorte, on a une perception de notre environnement à l'aide de nos sens, qu'ils soient les 5 de base ou l'extrasensoriel, et ces 5 sens vont ensuite nous aider comme des petites briques à fabriquer notre perception de la réalité et ensuite son souvenir qui permet l'apprentissage. On aura tous bien entendu nos briques favorites. C'est pour ça qu'on dira que certains sont auditifs, d'autres sont visuels, d'autres sont kinesthésiques, donc le toucher, d'autres sont proprioceptifs, toujours à écouter leurs sensations internes. Voilà, tout ça, ce sera les briques préférées. Quand on dit, je vous dis, ah lui il est plutôt visuel, eh bien c'est qu'il a plutôt tendance à favoriser les briques visuelles. Celui qui il est plutôt auditif, eh bien, il favorisera les briques auditives. La différence d'un visuel et d'un auditif, c'est qu'un visuel, il a besoin, par exemple, à l'école, pour apprendre de faire des schémas, de voir des schémas au tableau. Un auditif, il a une chance énorme, c'est qu'il comprend tout à l'oreille. Ce qui veut dire qu'il n'a pas besoin d'étudier chez lui. Un auditif, il est très attentif en cours, par exemple, et au final, chez lui, il ne fait plus rien. Il n'a pas besoin de réviser, il n'a pas besoin de retravailler ses cours, parce que le simple fait d'avoir capté de manière auditive, ça lui suffit. Et un auditif attentif en cours, et donc... Et présent, je dirais présent dans l'instant en cours, eh ben, il va quasiment rien avoir à faire chez lui. Et c'est assez intéressant parce qu'on dira souvent les auditifs sont waouh, ils sont vachement intelligents. Ils donnent une impression d'intelligence parce qu'ils ne travaillent pas, parce qu'ils ont très bien capté le cours par l'oreille.
Donc ils donnent l'impression d'apprendre comme ça, alors que c'est simplement leur manière d'apprendre qui leur permet de vraiment tout capter lorsqu'ils sont présents dans l'expérience. Alors que le visuel aura besoin de schémas au tableau. Et lorsque par exemple on fait des formations, on fait toujours très attention de parler, de faire ressentir les choses aux élèves et aussi de leur faire des schémas sur le paperboard. Moi j'aime bien les paperboards, je ne supporte pas les slides et tout ce genre de trucs parce que ça coupe le contact. Donc on fait des dessins sur les tableaux de manière à quelque part combler les auditifs, les visuels, les kinesthésiques, etc., dans les modes d'apprentissage. Alors on n'est pas que auditif, on n'est pas que visuel, mais on va quand même avoir des briques favorites pour créer notre réalité. Donc ces briques, visuelles, auditives, donc une image, un son, elles vont nous servir d'abord à concevoir notre réalité, qu'est-ce qui nous entoure, qu'est-ce qui est la réalité qu'on se fait, qui est très subjective, mais quelle est cette réalité. Et simultanément, elles vont venir alimenter la mémoire. Alors, on ne parle pas de mémoire long, court, moyen terme, on parlera déjà de mémoire pour commencer, on reviendra là-dessus tout à l'heure, sur les courts, moyen terme et tout ça. Et ces briques-là, eh bien, elles vont construire. C'est pour ça qu'on va travailler sur les sens aussi dans les exercices de ce bouquin, dans la partie consacrée au sensoriel et au cognitif. Donc, première étape, on va travailler sur la mémoire. Et ce qui est très important de comprendre, c'est que la mémoire n'est pas du tout un don. Et la plupart des gens ont tendance à concevoir la mémoire simplement comme le fait d'enregistrer et de restituer. J'enregistre une information et je sais la restituer. Je prends une information, je la classe dans un tiroir et je sais la retrouver. Ça, pour beaucoup de personnes, c'est la mémoire. C'est pas ça du tout. Une version et une vision comme ça de la mémoire ne pourrait amener qu'à des soucis et amène à des pertes de mémoire. Et lorsque je fais un travail, par exemple, avec les cadres en pré-retraite ou les hauts dirigeants en pré-retraite, eh bien, on travaille beaucoup sur cet aspect mémoire parce que pour beaucoup, l'inattention est confondue avec la mémoire. Par exemple, celui qui oublie ses lunettes sur la table, c'est pas un problème de mémoire, c'est un problème de distraction. Celui qui aurait un problème de mémoire, c'est celui qui se rappelle même plus qu'il a besoin de lunettes. Là oui, ça c'est un vrai problème de mémoire. Mais très souvent, on confond mémoire et distraction. Et ça, c'est assez terrible parce que lorsque la personne commence à prendre de l'âge et qu'on a tendance à croire que sa mémoire va défaillir, ce qui scientifiquement est relativement faux d'ailleurs, eh ben, elle va confondre distraction avec perte de mémoire et donc valider le fait qu'elle n'aurait plus de mémoire simplement par la distraction. Donc, la compréhension de la mémoire non plus bêtement comme le fait d'enregistrer, restituer l'information, prendre une info, la mettre dans un classeur, la ranger, puis après savoir où aller la chercher, c'est ce qu'on appellerait la mémoire. Comprendre la mémoire comme ça, je vous dis, c'est basique et c'est porteur de problèmes. La mémoire en réalité est un processus qui est une chaîne d'action, une chaîne d'intérêt. Il y a la motivation, la focalisation, la mise en place de l'attention, bien avant l'enregistrement, etc., etc., etc. Et comme toute chaîne, elle n'a que la force du maillon le plus faible. Ah oui, si vous prenez une chaîne en acier trempé et qu'au milieu vous mettiez un petit lien en corde, en ficelle à poulet, et que vous tirez dessus, c'est au niveau de la ficelle à poulet que ça va lâcher, tout bêtement. Donc le maillon le plus faible détermine finalement la force de la chaîne, même si ailleurs c'est des maillons en métal comme ça. Voilà. Donc la mémoire est un processus, la mémoire est une dynamique qui a plusieurs étapes et il suffit qu'une étape nous manque pour que le souvenir ne se fasse pas. La meilleure preuve, vous sortez de chez vous, vous êtes au téléphone, vous partez dans la rue et d'un seul coup vous vous dites « est-ce que j'ai fermé la porte ?» Et là, eh bien, vous êtes obligé de retourner parce que vous n'avez pas du tout envie de laisser votre porte ouverte. Oui, elle était fermée finalement. Elle était fermée parce que le geste est automatique. Et c'est ce que vous pensiez. Mais vous ne pouviez pas compter dessus. Votre mémoire n'avait pas gardé trace de ça. Parce que vous étiez occupé à autre chose, par exemple le téléphone. Mais ça peut arriver aussi lorsqu'on n'est pas simplement présent à l'instant. Donc pas besoin d'avoir un téléphone à la main. On peut simplement, en sortant, regarder quelque chose, regarder le courrier et oublier dans le processus de focaliser l'attention sur le fait qu'on ferme la porte. Parce que c'est donc une étape de la mémoire, du processus, c'est la focalisation de l'attention. Bien avant l'enregistrement, c'est focaliser l'attention, mobiliser l'attention. Le petit truc, il est très simple pour ça. Il vous suffit d'avoir vos clés à la main et de toujours faire en sorte par automatisme de les ranger dans votre sac à un endroit précis. Ce qui veut dire que quand vous sortez de chez vous avec vos clés à la main, si lorsque vous êtes dans la rue, vous avez toujours vos clés à la main, ça veut dire que vous n'avez pas à fermer votre porte. Alors que si elles sont rangées
dans votre sac à l'endroit où vous rangez toujours les clés après avoir fermé, parce que c'est un automatisme, alors votre porte a de grandes chances d'être fermée. Mais la meilleure des solutions, c'est simplement, comme dans tout, la présence à l'instant. La présence, le fameux Chikidana Mitsude Komyo, le présent à l'instant, ici et maintenant. C'est ça le plus important. Mais un petit truc pour vous aider, c'est aussi d'avoir, je vous dis, la clé à la main et un espace dans votre sac précis où vous rangez vos clés. Voilà. C'est un exemple. Donc la mémoire est un processus. On va la comprendre comme ça. On va travailler les différents types de mémoire dans cet ouvrage, qu'on appellera la mémoire sémantique, la mémoire événementielle, la mémoire procédurale. Que sont ces mémoires? La mémoire événementielle, c'est une mémoire d'un événement, d'une chose, de quelque chose qui s'est passé, mais relié à une date ou un moment. Vous vous rappelez que vous avez appris que telle chose à votre anniversaire ou à l'anniversaire de ma chère. C'est-à-dire que la mémoire, l'information est reliée à une date ou à un événement, un anniversaire, quelque chose. Une fois que ça, c'est passé, je dirais, c'est bien intégré, votre mémoire, elle devient pas procédurale, elle devient sémantique. J'avais le terme qui m'échappait. Voilà. On dit la sémantisation de la mémoire. Donc, par exemple, il est fort probable que vous ne vous rappeliez pas exactement où est-ce que vous avez appris le nom du fleuve qui passait près de chez vous. Vous ne vous rappelez pas le moment où vous avez dit tel fleuve s'appelle la Garonne, pour chez moi, l'Adour, puisque je suis du côté des Landes au départ. Hein, voilà. Je ne peux pas me rappeler de qui et à quel moment j'ai appris que le fleuve qui passait pas très loin de chez moi à Bordeaux, dans ma résidence à Bordeaux, eh ben, s'appelle la Garonne. Je ne sais pas, mais je sais que c'est la Garonne. Mais je ne peux pas le relier à une date, à un événement. Ce qui fait que ma mémoire est devenue sémantique. La sémantique, c'est la mémoire globale, un petit peu de tout. Après, vous avez la mémoire procédurale, qui est une mémoire du geste. Votre code de carte bleue, par exemple. C'est le geste. C'est devenu une procédure. On dira que la mémoire devient procédurale. Alors, ce que je vous donne sur la mémoire là, c'est un espèce de mix de différentes recherches et études, différentes mémoires, différentes choses, différents types de mémoire. Chacun va trouver un petit peu son petit truc et va essayer de rajouter quelque chose de nouveau. Donc, de ce fait, on va trouver différents types de mémoire. Mais globalement, si on prend le global, on peut séparer en mémoire événementielle, mémoire sémantique, mémoire procédurale. Il en reste une autre qui est la mémoire dite autobiographique, c'est-à-dire la mémoire de tout ce que vous savez sur vous. On va parler beaucoup de mémoire. Et quand on parle de mémoire, on va parler forcément aussi d'éducation sensorielle. Qu'est-ce que l'éducation sensorielle? C'est la capacité de mieux utiliser ses sens. Et pour ça, ça s'éduque. Affiner votre perception sensorielle. Pourquoi est-ce que c'est relié à la mémoire? Tout simplement parce que les briques qui viennent composer votre mémoire sont les sens. Donc, plus vous avez une acuité sensorielle, auditive, visuelle, kinesthésique, olfactive, gustative, plus vous avez une acuité sensorielle fine, plus vos souvenirs seront fins, plus votre mémoire sera riche. Du coup, il va y avoir dans cet ouvrage tout un ensemble de techniques pour travailler votre acuité sensorielle, votre registre sensoriel, ce qu'on appelle le travail d'expansion sensorielle. Très important. Très important. Si vous connaissiez que le terme noir et blanc, eh bien vous finiriez par ne voir que du noir et du blanc. Vos yeux ne finiraient par vous envoyer que le blanc et le noir. Alors que plus vous enrichissez vos perceptions en couleurs rouge, vert, bleu, jaune, orange, rose, etc., plus vos yeux qui vont vous envoyer les différences, votre cerveau les faisant, vous arrivez à les formuler. Votre cerveau vous apprend à les différencier. Après, vous allez apprendre à différencier rouge carmin, rouge écarlate, rouge vif, rouge terne, rouge brun. En gros, vous allez affiner votre perception du rouge. Et là aussi, parce que vous êtes capable d'y mettre des mots et vous êtes capable de vivre l'expérience, votre cerveau va vous apprendre à faire des cases de plus en plus petites. En quelque sorte, plus vous travaillez votre acuité sensorielle, plus le cerveau vous fait des briques précises. Moins vous travaillez votre acuité sensorielle, plus votre cerveau vous fait des approximations, des à peu près et des briques larges, jusqu'à un moment ne quasiment plus différencier
les briques. C'est pas difficile pour ceux qui aiment la musique classique, par exemple. Au départ, lorsqu'on va entendre, on démarre, on découvre la musique classique, on va écouter une symphonie ou un concerto. Et bien finalement, on va entendre le global, mais c'est tout. Au bout de quelques années, on va vraiment reconnaître l'interprétation de un tel, ou de un tel, ou de un tel, pas que au tempo, à la manière de gérer les instruments. Puis après, on en arrive à reconnaître tel type d'instrument avec beaucoup de précision dans un changement sur le hautbois. On va reconnaître que dans tel concerto, le hautbois est un peu plus aigu, un peu moins aigu, il joue moins vite, plus lié, moins lié. Chose qui nous échappait totalement au début. En quelque sorte, notre oreille s'est exercée. Jusqu'à après, arriver quasiment dans un concerto à deviner quel est l'interprète soliste de quasiment tous les instruments. Ou même quel est l'orchestre derrière. Parce qu'il a une signature, il a un grain. Cet orchestre, comme tous les orchestres. Est-ce que c'est l'orchestre de Berlin? Est-ce que c'est l'orchestre de Paris? Est-ce que c'est l'ancien orchestre de Chicago? Est-ce que tel chef d'orchestre? Quel chef d'orchestre? On affine sa perception, chose qui nous échappait totalement au début. Mais ça peut être pareil pour tout. Et du coup, en affinant tous nos sens, notre mémoire devient à la fois plus précise, bien meilleure, et notre perception de la réalité devient plus meilleure. Bien meilleure, pas plus meilleure. Il faut en dire des trucs. Voilà. Donc, on va travailler là-dessus. Il va y avoir une autre chose qui va être pas mal abordée là, ça va être le travail de l'hypnomentalisme. Et là, on va le travailler dans le cadre du psychomodeling et de l'évocation mentale. Qu'est-ce que l'évocation mentale? L'évocation mentale, c'est le terme exact qui est employé en général par barbarisme et par approximation sous le nom visualisation ou visualisation positive. Voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est la création mentale d'un film multisensoriel qu'on va diriger, dont on va diriger le début, la fin, le contenu, le déroulement, et qui va être multisensoriel, qui va faire appel à la vue, l'ouïe, le toucher, etc. On va ressentir ça pour, par exemple, préparer un entretien d'embauche, pour se rappeler un souvenir, pour envoyer une idée, pour influencer, pour focaliser, pour, en thérapie, restructurer un souvenir et lui donner une autre place, un autre sens. Par exemple, on peut, en revivant certains souvenirs traumatiques, mais en les revivant en étant détaché, changer la vision qu'on en a. On peut changer le souvenir, oui, carrément, du moins le sens du souvenir. Ça, l'évocation mentale le permet. Donc, c'est ça, l'évocation mentale. Et grâce à ça, on peut travailler sur le psychomodeling. Le psychomodeling, c'est une technique que j'avais mis en place il y a des années, quand je manageais des mannequins, où j'étais mentaliste et surtout coach mental pour un groupe de mannequins. Puis il y avait une agence qui possédait 7 concours internationaux, et tous les 2-3 mois, j'allais accompagner 80 ou 60 mannequins à un endroit du monde. Et bon, c'était en gros tous les 2-3 mois. Voilà. Et donc j'avais mis en place des méthodes pour travailler sur le physique. Et ça, le psychomodeling, c'est la capacité par le mental de modeler son physique. Alors ça peut être le visage, ça peut être le corps. On peut travailler aussi bien sur le visage, atténuation des rides. Souvent les dermatos maintenant et les chirurgiens esthétiques commencent à appeler ça le botox mental. Voilà. J'ai publié ça dans les années 1998. J'ai sorti le premier livre là-dessus en 98. Bon, c'est la capacité de changer la forme de son corps, de ses seins pour les femmes qui travaillent souvent là-dessus, pour le visage, pour la silhouette. Ça s'appelle le psychomodeling. Donc vous aurez toutes les méthodes dans ce bel ouvrage qu'on va me dire, il est à l'envers. Voilà, ici. On va travailler aussi beaucoup sur les CD. Alors je regarde s'il y a d'autres choses. Les CD. En voilà un par exemple, vous voyez qu'ils sont noirs ici parce que ça permet une gestion différente des sons. Alors les CD, selon les CD utilisés, je vais travailler sur certaines fréquences. Ces CD ont pour but de mettre en place un automatisme chez vous. Vous voulez vous mettre en état de méditation, vous voulez vous mettre en état de focalisation, vous voulez vous mettre en état de perception extrasensorielle, vous voulez vous mettre en tel ou tel état. Les CD sont faits pour ça. Ils travaillent certains sur les fréquences sacrées, comme le 1 et le 7 par exemple, et d'autres sont sur des fréquences sacrées, mais avec un petit dérivé un petit peu plus ou un petit peu moins. Voilà. Qu'est-ce que les fréquences sacrées? C'est que le La, la note le ut, la note de référence, avec quand vous êtes dans l'orchestre, quand vous regardez un concert classique, au début les interprètes,
hein. Les musiciens se mettent tous au diapason. Ils font une note, souvent faite au piano par exemple, et tout le monde accorde son instrument sur la même note, le La. En général, c'est du 440. Pour le baroque, c'est pas tout à fait ça. La musique sacrée, enfin pardon, la fréquence sacrée, en général, met un diapason à 396. Mais on peut augmenter un peu, être plutôt à 391 ou à 411 ou 401. Ça va dépendre des états cérébraux qu'on veut. Mais les fréquences de base, dites sacrées grand public, se limitent au 396. Mais les essais qu'on a fait avec des électroencéphalogrammes montrent que des fois, il faut descendre de quelques centièmes ou monter de quelques centièmes pour que ça entre vraiment en résonance avec la personne. Vous allez découvrir donc dans cet ouvrage ce qu'on appelle les sonorésonances. Le travail des fréquences mentales associées aux fréquences musicales, parce qu'il faut concevoir le son réellement comme une matière. Donc vous allez avoir pas mal d'exercices dans cet ouvrage-là, utilisant certains CD, utilisant certaines bandes de fréquences qui sont présentes gratuitement sur mon YouTube. Hein. Alors elles ne sont pas toujours en ligne parce que des fois on les enlève pour des raisons des copyrights. C'est quand même assez rigolo parce que j'ai composé toutes ces musiques et malgré tout, YouTube qui les a référencées au niveau de musique ayant un copyright, il va me les enlever parce que c'est au nom de formation et pas au nom de Pascal de Clermont. Il va donc en quelque sorte considérer que j'enfreins mes propres droits de copyright. La formation enfreint les droits de copyright de Pascal de Clermont, donc il les enlève. Donc des fois elles ne sont pas sur le site, mais j'essaie de les remettre régulièrement. Donc j'essaie de trouver un moyen pour faire en sorte que YouTube ne considère pas que j'enfreigne les droits de mes propres copyrights. C'est quand même assez drôle quand on y pense. Vous avez pas mal de CD. Vous pouvez y accéder aussi sur le site. Vous pouvez les avoir sur le site formation-mentaliste.fr. Vous pouvez les commander directement. Il n'y a que là où vous les commandez. Je ne veux pas mettre en place un système de vente. Je ne veux pas mettre en place un système sur Amazon. Je veux que ce soit vraiment les CD qui sont faits par petite quantité et on les améliore régulièrement. Vous verrez, certains sont aux fréquences sacrées. Ça intéressera pas mal d'entre vous. Alors j'ai ma petite liste que je peux consulter sur voilà, l'expression sensorielle, la mémoire, le process, le chêne, les méthodes de type, ok, l'hypnomentalisme, l'évocation mentale. Ah, et enfin, chose que vous trouverez dans cet ouvrage que je remontre ici, de Hachette, qui est sorti en 2019, c'est tout un ensemble de tests de compatibilité à faire avec votre compagnon ou votre compagnonne, votre mari, votre femme, votre maîtresse, votre amant, votre facteur, enfin, votre secrétaire, votre patron, votre collègue, enfin avec qui vous voulez. Et après, vous faites ce que vous voulez de votre compatibilité. Donc des tests de compatibilité à la fois émotionnelle, à la fois sensorielle, à la fois amoureuse, à la fois énergétique. Il y a une vingtaine de pages sur différents tests à faire qui sont assez passionnants. Et là, on va, finir la partie sur le cognitif. Vous voyez, elle est très développée, la partie sur le cognitif dans ce bouquin. Une deuxième partie qui va être extrêmement développée, ça va être la partie sur les perceptions extrasensorielles. Ça, c'est vraiment le deuxième très gros bloc de ce bouquin, c'est les parties extrasensorielles. Et à partir de là, on va travailler sur d'abord comprendre que sont les perceptions extrasensorielles et le psy en général. On va apprendre à différencier la télépathie, la communication mentale. Donc, on va apprendre à différencier les projections à distance, les perceptions à distance, le charisme, l'anticipation, la communication donc mentale à distance, l'influence, etc., etc., etc. On va différencier d'un côté télépathique, de l'autre côté ce qu'on appelle les métanomies ou les métaconnaissances. Précognition, donc anticipation du futur, post-cognition, connaissance du passé caché, ou percognition, connaissance du présent caché. On va vraiment travailler là-dessus avec des tests extrêmement puissants à faire et vraiment efficaces. Et vous avez toute une flopée de tests. J'allais vous dire que vous pouvez bosser pendant 5 ans avec ce bouquin. Beaucoup de travail sur l'extrasensoriel. Donc, on va travailler d'abord des techniques de dermoperception. Qu'est-ce que la dermoperception ? La dermoperception, c'est la capacité de délocaliser son type de perception. En quelque sorte, c'est voir autrement qu'avec les yeux, entendre autrement qu'avec les oreilles, sentir autrement qu'avec les doigts ou la peau. C'est, par exemple, voir des sons, entendre des couleurs. Alors ça, c'est naturel chez des gens qu'on appelle les synesthètes. C'est des gens qui ont la capacité d'entendre une couleur,
de ressentir le contact d'un son, le contact d'une couleur. Il vous dira, tiens, ça touche comme du rouge, ou ça goûte comme un sol ou un la. C'est-à-dire que les registres sensoriels sont déviés. Alors, on pourrait dire que c'est des fantaisies, mais ce n'est pas du tout fantaisiste, parce que si vous prenez 20 synesthètes et que vous leur montrez la même musique, eh bien, 98% vous diront tous, celle-là, elle est rouge et bleue. Celle-là, elle est jaune et un peu verte. En quelque sorte, ils vont tous identifier ce qui pour nous n'est que des sons sous forme de couleurs. Mais chacun aura les mêmes couleurs quasiment. Ce qui montre que c'est quand même beaucoup plus fiable et qu'il y a une réalité derrière et non pas une fantaisie où sur 20 synesthètes, chacun aurait des couleurs différentes pour le même morceau. Non, pour les mêmes morceaux, les synesthètes ont globalement les mêmes couleurs qu'ils perçoivent, alors que nous on n'entend que des sons. Donc on va apprendre à, par exemple, la dermoperception, on va apprendre à toucher les couleurs et deviner les couleurs avec le bout des doigts. Vous aurez des cartes qui sont faites pour ça, ici, voilà, avec des jeux à découper qui vous permettront, ça c'est pour les perceptions sensorielles, la télépathie, mais là vous aurez des cartes ici qui vous permettront avec les doigts de deviner les couleurs. Voilà. Vous allez apprendre à travailler comme ça. Apprendre qu'avec le bout des doigts, vous pouvez travailler sur les couleurs. Avec les oreilles, vous pouvez voir les couleurs. Ah oui, je dis bien voir les couleurs avec les oreilles. Vous pouvez entendre les couleurs avec les oreilles. Ça, c'est une manière de délocaliser ces perceptions. Et quand vous savez faire ça, en délocalisant vos types de perceptions à l'intérieur de vous, vous avez la capacité de faire ça à l'intérieur de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire délocaliser vos perceptions à l'intérieur de l'autre. Et ça va être de la télépathie. Parce que vous allez ressentir ce que l'autre voit, entend ou ressent. C'est aussi simple que ça. Il y a 3 étapes dans la communication mentale. La première, c'est de savoir concentrer toute son attention sur le doigt, l'œil, l'oreille, ce qu'on appelle la focalisation sensorielle. La deuxième étape, c'est la délocalisation de l'organe sensoriel, voir avec les doigts, entendre avec les yeux. Et dans une troisième étape, c'est faire ça, mais dans l'autre. Concentrer toute son attention sensorielle et la délocaliser, mais dans une autre personne. Et là, on est en télépathie, aussi bien en influence qu'en absorption. Et on le travaille beaucoup en formation. Les élèves apprennent dès le niveau 1, des techniciens, que c'est comme ça que ça se passe. Focalisation sensorielle, délocalisation sensorielle interne, plus délocalisation sensorielle externe, donc chez l'autre, avec focalisation sensorielle. Et on a télépathie et communication mentale et influence. Voilà. Ça, vous allez avoir les bases là-dedans avec les cartes pour vous entraîner. Vous allez travailler aussi sur tous les phénomènes de communication mentale, tous les phénomènes de transmission, et vous aurez les cartes pour le faire, qui sont ces fameuses cartes dites de Ryan Zener, qui sont celles-là, ici, parfaitement calibrées. Vous allez aussi travailler la psychométrie. Alors attention, le terme psychométrie en extrasensoriel a un sens différent dans psychologie. Psychométrie, c'est ce que Buchanan appelait dans les années 1900 la mémoire des choses, c'est-à-dire la capacité, en prenant un objet, de savoir quelles sont ses vibrations, quelle histoire il rencontre. Et en prenant un jeu de clés, savoir que c'est la clé d'une voiture avec laquelle tel monsieur, il y a 5 ans, il y a eu un accident. Ou alors toucher un mur quand on visite une maison et savoir ce qui s'est passé. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que ça peut apprendre des choses sur l'histoire du lieu ou de l'objet. Ça peut apporter tout un ensemble d'informations cachées. Ça, on travaille beaucoup en formation aussi. Mais ça peut aussi vous permettre de comprendre comment des murs ou des lieux peuvent absorber des informations et les restituer à la nouvelle famille qui habite dans cette maison, par exemple, ou qui utilise tel objet. Et ça peut expliquer beaucoup de choses. Et on sait qu'il y a des lieux qui vont avoir gardé les traces d'un crime, qui vont avoir gardé les traces d'un suicide, qui vont avoir gardé les traces de grosses disputes. On ne parle pas de ce que j'aime pas le terme, que les gens appellent entité ou esprit ou fantôme. On verra tout à l'heure quelque chose de plus large que ça. Mais c'est simplement que les murs gardent, parce que tout n'est que vibration. La matière est vibration. Si vous regardez, la matière, c'est vide. C'est un tout petit noyau minuscule et ridicule, avec autour tout un ensemble de petites particules encore plus minuscules, encore plus ridicules, en termes de taille, tout ça, qu'on se met d'accord. Et tout le reste autour, c'est du vide. La matière, c'est 99,99999% de vide. Donc tout n'est que vibration. C'est parce que ça vibre que ça nous donne l'impression d'être plein. Je simplifie énormément quand même. Bon, voilà. Et c'est parce que ça vibre aux mêmes fréquences que l'objet qui va essayer de le pénétrer, que ça ne passe pas à l'intérieur. Parce qu'on se dirait que tout ce vide
eh ben, on devrait pouvoir passer au travers. Eh bien non, c'est une question de vibration. Donc tout n'est que vibration. Donc ces vibrations peuvent être emmagasinées autour de nous, dans un objet, dans un mur, dans un lieu, et se restituer, hélas, sans qu'on le veuille. Ça va être des maisons inhabitables, qu'on pourra appeler hantées, alors qu'il n'y a pas de manifestation de flux ou d'énergie rémanente. Il va y avoir simplement la manifestation d'un passé lourd qui revient par les vibrations qu'il a laissées. Un couple qui se disputait beaucoup, un suicide, un meurtre, ça va laisser des choses fortes. En plus de peut-être pouvoir laisser des présences aussi, ce qui est autre chose. Ce n'est pas parce qu'il y a présence qu'il y a danger ou qu'elles sont méchantes. 99% des présences qu'on peut rencontrer et qu'on a autour de nous, qui sont des présences du subtil et pas des présences du visible et du matériel, on en parlera d'ailleurs à la fin de ce live, eh bien, sont tout à fait gentils, ils n'ont aucun problème avec nous, ils n'ont pas une envie de nous nuire ou d'être agressives, elles sont là, qu'on les voit ou pas, elles sont là. Mais ce n'est pas le but là, ce n'est pas ce dont on parle. Donc on va travailler sur la mémoire des choses, travailler à prendre des objets, et là vous avez pléthore d'exercices, je crois qu'il y en a une vingtaine là-dessus à partir de ça. Je ne sais plus parce que je l'ai quand même écrit il y a un petit moment. Expérience 3, expérience 4, expérience 7, expérience 12, oh, il y en a, ouais, puis, oh, là, vous avez un nombre d'expériences assez important dans ce bouquin à faire, d'exercices que vous pouvez répéter. Ok, donc ça on l'a vu, on a vu tout ça, carte période, mémoire des objets, et bien entendu le travail avec les CD, bien évidemment. Alors attention, le bouquin ne remplace pas la formation, qu'on soit bien d'accord, mais ça vous donne une idée, alors ça vous donne une idée déjà de ce que vous allez travailler en formation. Simultanément, c'est un excellent aide-mémoire. Tous les élèves en général ont l'ensemble de mes livres, tout simplement parce que c'est de très très bons aides-mémoire et vous pouvez prendre des notes sur les techniques qu'on fait en formation en marge. Mais ça commence déjà à vous faire travailler. Pour ceux qui n'ont pas la possibilité, la volonté, la chance, l'occasion, le contexte de vie qui leur permet de suivre mes formations pour le moment, même si ce n'est que partie remise, eh bien vous pouvez déjà commencer avec les livres, croyez-moi, entre ces deux, je peux vous garantir que si vous voulez vraiment bosser avec ces deux, vous avez facilement 6 à 7 ans de boulot pour arriver au bout de tout ça. Alors bien évidemment, accompagner en formation, ça va beaucoup plus vite. Travailler avec des CD, voilà Morpheus qui est un dernier qui a été pondu, c'est pas parce que le numéro c'est le 3 que c'est forcément pondu en 3, non. Vous avez le 11, qui a été fait après Morpheus, mais Morpheus a été remixé, rechangé. Donc, des fois, même le 1 ou le 2 est plus récent que le 11, mais il suffit de voir quelle date. Là, on a 2019, donc on est bien. C'est la dernière mouture en fréquence sacrée, celle. Voilà. Donc, ce que je disais, c'est que ça vous permet déjà de prendre l'avance par rapport à vos formations, de commencer à travailler ou d'avoir un excellent mémoire ou de mieux savoir ce que vous allez faire en formation. Parce que très souvent, des gens qui m'appellent pour la formation, je leur dis aussi, ce n'est pas forcément le moment pour eux. Il y a des moments de notre vie où la formation n'est pas la priorité. Elle peut l'être à certains moments, mais la première des choses pour quelqu'un qui venait en formation, c'est d'abord se stabiliser financièrement, émotionnellement. Une fois qu'il est stabilisé, qu'il a un emploi, qu'il a une maison, qu'il est stable, alors il peut commencer à se développer. On ne part pas en cursus de formation alors qu'on a des problèmes d'argent ou qu'on a des problèmes de logement ou qu'on n'est pas stable. Voilà, je suis très vigilant avec ça. Je veux que les élèves qui viennent en formation soient bien et que ce soit le moment pour eux. Et quand on m'appelle pour me dire, voilà, est-ce que je peux prendre un crédit pour la formation, je dis non. Je veux d'abord que vous vous stabilisiez financièrement. Mais en attendant, vous pouvez lire celui-là, vous pouvez lire celui-là, je vous le suggère, vous pouvez lire celui-là, etc., etc., etc. Donc, voilà, on va couvrir dans celui-là, parce que je rappelle avec tout ce que je montrais que c'est celui dont on parle aujourd'hui. Et si vous deveniez mentaliste, édition Hachette, on a vu qu'on avait beaucoup développé l'historique, la nature, le contexte du mentaliste, ce que c'est, ce que ce n'est pas, pourquoi ce n'est pas une espèce de clownerie ridicule de magicien. J'ai rien contre les magiciens, je le rappelle, j'adore les tours de magie, mais c'est autre chose que le mentalisme, ça n'a rien à voir. C'est simplement que c'est totalement différent. Il ne faut pas m'appeler mentalisme des tours de magie qui ne sont que du divertissement. Le mentalisme, c'est une discipline holistique, une science humaine, une science du développement personnel holistique. C'est le creuset du développement personnel en Occident. On ne peut pas confondre ça avec un tour de cartes. Ça n'a strictement rien à voir. Voilà.
Et dites-vous bien que si quelqu'un avait des capacités mentales, il ferait autre chose que des trucs avec des cartes ou des foulards, ou devinez le nombre de pièces que vous avez dans la poche. Quelqu'un qui a des capacités mentales, il les utilise pour la thérapie, il les utilise pour l'accompagnement, il les utilise pour optimaliser l'humain, il les utilise aussi pour faire avancer la société, pour faire avancer les choses. Il forme, il enseigne, il partage, il l'utilise aussi pour aider à stabiliser l'humain, il l'utilise aussi pour faire avancer les causes environnementales qui sont quand même la priorité numéro 1 aujourd'hui. L'environnement, sa protection, parce qu'on est dans une phase de totale autodestruction. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, je n'ai pas encore fait de couplet là-dessus, je n'ai pas été assez subversif aujourd'hui, parce que je ne vais pas l'être chaque fois, mais il n'y a qu'à voir le scandale de l'intervention de 3 à une quinzaine de brutes avec des gilets pare-balles qui gazaient des gens assis sur un pont pacifiquement, qui étaient juste là pour nous rappeler courageusement et nous signaler que ce putain de gouvernement, ouais, j'emploie les bons termes, de corrompu, ne fait strictement rien, ne fait rien d'autre que donner des permis d'extraction, favoriser des chasseurs, alors que plus de 92% de la population voudrait l'arrêt de la chasse, si ce n'est tout le temps, au moins le dimanche, au moins dans l'année, limiter les périodes de chasse, non. On aide les chasseurs. Donc ce gouvernement ne fait strictement rien pour l'environnement. Il ne fait que creuser les dégâts, creuser et se remplir les poches. Donc lorsqu'on voit que des gens pacifiquement s'assoient, font un sitting sur un pont à Paris, j'étais là-bas à Paris ce week-end, j'étais tout près d'ailleurs, je n'ai pas été dans les gazés, mais j'étais tout près, avec Extinction Rebellion, qui est un mouvement extrêmement courageux. Quand on voit que ces gens essayent de nous alerter sur ce qui se passe, sur ce qui n'est pas fait et qui devrait être fait pour notre survie, parce qu'il ne faut pas rêver, ça ne va pas durer des années comme ça. On va vraiment, on va droit dans le mur et on est en train on est au bord du gouffre et on est en train de s'y jeter dedans, parce que le gouvernement creuse les problèmes et se remplit les poches. Mais bon, ils partiront avec, ce sera riche ou pauvre sur une planète devenue invivable, ça n'a pas de différence. Et bien, ces gens, ils ont été gazés, ils ont été brutalisés, traînés par terre par une vingtaine de brutes qui avaient comme consigne de pouvoir se défouler. Ah ben, c'est plus facile de s'en prendre à des gens qui sont assis par terre pacifiquement qu'à des gilets jaunes, ou encore pire, plus facile de s'en prendre à eux qu'à des black blocs qui, eux, méritent justement d'être traités comme ça. Mais on ne gaze pas des gens assis par terre pacifiquement. Si on doit dégager l'ordre public, au moins on le fait proprement et sans brutalité. Mais quelque part, ça permet de se défouler par rapport à tout ce qu'ils ont eu comme frustration avec les black blocs et les véritables délinquants qui, eux, sont dangereux, qui, eux, sont armés et qui, eux, nécessitent de vraies interventions. Bon, j'ai fini ma subversion du jour. Et pour revenir à ce bouquin, on va parler enfin d'un sujet que j'aborde très rarement. C'est le seul vraiment livre où je l'aborde. C'est tout ce qui est perception extradimensionnelle. C'est-à-dire tout ce qui va être les énergies rémanentes. Donc comment enregistrer, j'aime pas le terme, on dira fantôme ou présence. Mais les présences et fantômes qui sont reconnus scientifiquement des énergies rémanentes, c'est-à-dire des énergies qui se manifestent et qui restent alors qu'elles n'ont plus de corps physique, alors qu'elles sont décorporées. On dira qu'elles appartiennent au monde du subtil et non plus du monde du matériel. En quelque sorte, lorsque le corps peut disparaître, il reste une forme d'énergie qu'on appellera énergie rémanente. Certains lieux vont emprisonner ces énergies de personnes. On y parlera de phénomène de hantise. Mais ce n'est qu'un tout petit bout de ce qui peut exister en flux multidimensionnel. Ça. C'est souvent, comme je vous dis, des gens qui ont vécu, qui n'ont plus de corps et qui, pour différentes raisons, ont une énergie qui reste. Comme des événements imprègnent des lieux, certaines personnes restent coincées et restent à hanter. Pour avoir la capacité de les enregistrer, de communiquer avec, oui, je dis bien de les enregistrer et de pouvoir entendre l'enregistrement, de les filmer, de pouvoir regarder le film, de le montrer et de laisser des traces parce qu'on s'est rendu compte que ces forces et ces formes arrivaient à plus facilement imprégner des supports comme un support de vidéo, un support audio, alors que notre oreille ne le perçoit pas. L'audio ou la vidéo va le montrer après. On appelle ça la transcommunication. Communication, trans, donc d'un autre plan. Voilà, qu'on se transformer, changer, autre forme, transmuter.
comme mutation. Trans autre. Voilà. Donc, transcommunication. Et on va apprendre à faire ce qu'on appelle l'EVP, l'Electro Voice Phenomena, qui est un ensemble de techniques qui permet de rentrer en contact avec ces flux rémanents. On appelle ça rémanents, c'est-à-dire qui restent d'une ancienne vie terrestre, qui sont coincés dans un lieu, et des fois qui ont envie d'y rester aussi. Hein, je vous dis, on appelle ça des phénomènes de hantise. Ben, celui-là d'en parle, et puis c'est rigolo parce qu'on en a même profité, vous allez voir, c'est marrant, parce qu'on a même fait un tout petit, on s'est même cassé la tête à faire un petit Casper le fantôme. Voilà, j'ai dit quand même, on va rajouter des petits dessins rigolos dans ce bouquin qui en manquait, et donc on va parler de ça. Alors, qu'on soit bien d'accord, c'est un chapitre intéressant, fascinant, qui n'est pas pour tout le monde, qui peut peut-être bouger certaines croyances, qui peut peut-être bouger, mobiliser certaines peurs et faire amener du moins à certaines prises de conscience. À manier avec des pincettes, et lorsque vous êtes prêt, vous y allez. Bon, pour finir, ce bouquin va contenir un lexique avec tous les termes mis à jour, un long lexique de plein de termes de mentalisme et qu'on utilise dans mes bouquins, ainsi qu'un test sur comment trouver votre coach idéal et comment, en fonction de votre personnalité, choisir la personnalité de votre coach. Très intéressant. Est-ce qu'il faut qu'il soit paternel, directif, pas directif, plutôt permissif? Voilà. Comment choisir l'approche que votre coach a. Test que si vous êtes vous-même accompagnant ou coach, vous pouvez utiliser sur vos clients pour savoir quelle direction prendre avec eux. Est-ce que vous devez plutôt travailler sur le paternaliste, le permissif, etc., etc. Donc, test sur quel est votre coach idéal. Ouais, ça fait beaucoup dans un bouquin écrit petit, qui se lit bien, qui se lit facilement et qui fait à peu près 180 pages, 159 plus toutes les pages à côté. Vous allez avoir un super test pour l'évocation mentale qui est ici, vous allez voir, c'est super rigolo. Voilà. Donc un bouquin très complet qui est un avant-goût et des formations, qui est plus qu'une initiation, c'est un accompagnement jusqu'à un niveau 1,5, quasiment 2 en mentalisme. Hein, si vous prenez ces deux-là, vous couvrez une partie du programme technicien niveau 1, praticien niveau 2, et vous commencez à être un petit peu en maître praticien. Pas non plus beaucoup, mais avec ça, vous avez technicien et praticien. Alors bien entendu, l'idéal, c'est de faire la formation. C'est évident parce que vous allez pouvoir vous-même être accompagné et travailler. On n'apprend pas le tennis en lisant des bouquins dessus, mais on peut commencer à se renseigner, mieux comprendre ce que c'est. On n'apprend pas la méditation avec des bouquins. Il y a un proverbe qui dit la photo d'un poulet ne nourrit pas. Le kanji maison ne protège pas. Enfin, le dessin de maison ne protège pas. Le caractère maison en japonais, deux traits, un toit comme ça, ne protège pas. En quelque sorte, vous allez pouvoir lire 100 000 livres sur le mentalisme. S'il en existait tant, ça serait déjà fabuleux. Mais vous pouvez lire 100 000 livres sur la méditation. Ça ne vaudra pas le fait de faire une minute assis, faire zazen ou faire vipassana, par exemple. Voilà. Donc la pratique vient après. Mais là, ça vous donnera déjà un avant-goût. Et pour les élèves ou ceux qui ont déjà suivi les formations ou mes cours à distance en e-learning, ça vous permettra d'avoir un bon manuel de travail. Bien évidemment, vous aurez en fonction de chaque exercice quels sont les CD parmi la ligne d'une douzaine de CD. Là, je ne les ai pas tous, ils sont dans la valise. Lesquels utiliser, lesquels choisir. Les tout nouveaux, vous vérifierez, ils ont toujours un dos noir. C'est fait exprès parce qu'on s'est rendu compte qu'en fonction de la nature du CD, la couleur va changer un peu le son. Pourquoi? Parce que la lecture, c'est un laser, donc la lumière ne se réfléchit pas exactement de la même manière sur du noir que sur de l'argenté, que sur du doré. Donc là, pour les CD qui utilisent des fréquences basses, j'utilise ceux-là qui marchent très bien. Ils sont plus difficiles à trouver, plus difficiles à graver, mais on utilise ceux-là qui vont bien avec les graveurs professionnels. Voilà. Et qui peuvent avoir plus d'informations qu'un CD normal. Le graveur professionnel sert à ça. Voilà. Que vous dire de plus? Que je vous remercie de m'avoir suivi si longtemps. Je n'ai aucune idée si ce live a été diffusé en temps réel. Je l'espère. Je pense que les problèmes de Facebook ne vont pas aider. J'espère qu'il sera dispo sur le site et que ça ne sera pas perdu. Au pire, j'en referai un demain si je vois que vraiment on ne peut rien en faire. Je vous remercie. Envoyez-moi vos questions.
J'essaierai d'y répondre. Donnez-moi des idées pour les prochains lives, pour les prochains sujets. Dites-moi qu'est-ce qui vous passionne, qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous transcende, qu'est-ce que vous voulez savoir sur le mentalisme. Je vous souhaite de bien vous porter parce que ce n'est pas les autres qui vous porteront. Profitez-en. Pensez surtout, c'est la canicule pour nous. On a tous très chaud, je vous dis là à Montpellier dans le sud, c'est impressionnant, mais pensez que nous ne sommes pas les seuls à avoir très chaud. Et si nous, on a accès à un robinet d'eau, il y a plein de petits animaux dans la nature qui, eux, n'y ont pas accès. Donc, dans votre jardin, sur votre balcon, mettez des grandes, beaucoup plus grands que ça, mais des choses plates, voyez, des gamelles plates, voyez, parce qu'elles ne se renversent pas. Je vous dis plus gros que ça. Mettez-y de l'eau dedans. Changez-la tous les jours pour pas qu'il y ait des moustiques qui se développent. Mettez des cailloux ou des billes de verre aussi au centre qui affleurent comme ça les abeilles, les papillons, pour ce qu'il en reste, pourront se poser, venir boire. Les oiseaux en bordure, les petits hérissons, mes petits hérissons que j'adore, ainsi que tous les petits animaux, les chats, les chiens. Pensez à ça, soyez généreux avec la nature parce qu'elle nous a tout donné et on s'est contenté de tout lui prendre. Et il serait temps de commencer à lui renvoyer un peu l'ascenseur, parce que si on y pense franchement, c'est quand même assez étonnant que toutes les espèces animales, toutes les espèces végétales, parce que la conscience végétale est un sujet dont on pourra parler peut-être plus tard, toutes les espèces animales et toutes les espèces végétales travaillent ensemble au bien-être, au développement de la planète, à la sauvegarde de la planète. Ce sont tous les rouages d'un système génial. Et nous, l'espèce qui, dans sa vanité, se proclame la plus intelligente, nous sommes les seuls à travailler pour la destruction complète de la planète. Quelque part, ça a de quoi faire réfléchir. Si l'intelligence c'est ça, je préférerais ne pas être intelligent en ce qui me concerne. Donc, pensez-y, on a des gestes à faire tous les jours, midi et soir. Mettez de l'eau pour tous nos petits animaux sauvages surtout, parce que croyez-moi, ils ont vraiment très très soif, eux n'ont pas accès à des robinets. Et pensez à mettre des cailloux dessus pour que les abeilles viennent, les petits oiseaux, les papillons, et que toutes les petites bêtes, laissez la nuit, changez l'eau tous les jours, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'algues, et qu'il n'y ait pas de mousse, et qu'il n'y ait pas de larves de moustiques. Voilà, merci pour eux. Moi, merci aussi, parce que ça me fera très plaisir de savoir que vous aidez toutes ces petites bêtes qui font partie du système. Et c'est ce système qui pourra peut-être nous sauver. Parce qu'aujourd'hui, on est en train vraiment de faire des conneries gigantesques pour la nature. Et en espérant qu'il ne soit pas trop tard, il faut vraiment qu'on s'y mette tous. Et le mentalisme, comme je dis, c'est pas simplement développer des capacités pour épater sa voisine. C'est super sympa d'épater sa voisine, c'est social, mais c'est pas ça que ça sert. C'est pas non plus que pour draguer, c'est pas non plus que pour gagner de la thune. C'est surtout pour contribuer par ses connaissances, par sa présence, par son enseignement, contribuer au développement de la planète, contribuer à un développement sain de l'humain dans un système sain et pas un système pourri et corrompu comme celui dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'est pour essayer de changer les choses et le mentalisme est l'outil idéal pour ça. Ciao, à bientôt et portez-vous bien et n'hésitez pas à me faire vos commentaires et vos questions. À bientôt, bye bye.